Rockstar Games est la boîte derrière les GTA. Une véritable légende du jeu vidéo. Une légende tellement influente que dès la sortie du trailer de GTA 6, de nombreux studios vont s'inspirer de leur stratégie marketing et communication pour copier sur leur propre licence. On pourrait même dire que la série GTA représente le jeu vidéo ultime, tant elle a marqué l'industrie en choquant le monde à chaque nouvelle sortie. Mais si Rockstar est américain, en Europe aussi on a nos grands studios. Parmi eux, CD Projekt, le créateur de The Witcher. Et ce studio a un surnom, le Rockstar européen. Pourquoi appelle-t-on ce studio le Rockstar européen? C'est la question que je me suis posée en voyant ce surnom sur internet. Parce que le nom du studio est CD Projekt. Et la raison pour laquelle ce studio existe est principalement pour traduire des jeux. En 90, la Pologne quitte le rideau de fer suite à la chute du mur de Berlin. À cause du régime communiste et du contrôle soviétique, l'accès aux biens de consommation comme les films, la musique et surtout les jeux vidéo était extrêmement limité. C'est alors qu'en 94, deux gars, Iwinski et Kicinski, se disent que ce serait cool de pouvoir jouer à ces jeux qui sont importés illégalement, certes, et surtout de pouvoir y jouer dans leur langue, le polonais. Alors ils fondent CD Projekt pour s'occuper de publier des logiciels et jeux en polonais, éditant en 98 Baldur's Gate premier du nom, que vous connaissez sûrement, car Baldur's Gate 3 finit jeu de l'année 2023. Donc dès 98, ils éditent leur premier hit international. CD Projekt va jusqu'à doubler les jeux qu'ils éditent via des doubleurs, mais aussi et surtout des acteurs célèbres en Pologne. Imaginez jouer à GTA mais doublé par Jean Reno ou Carole Bouquet. Eh bien c'est très exactement comme ça en Pologne et ça avant les années 2000. Ça fait maintenant 8 ans qu'ils font ça, Iwinski et Kicinski veulent développer un nouveau studio en interne. Parce que c'est super cool d'éditer des logiciels et des jeux étrangers pour leur pays, mais maintenant ils veulent inverser cette tendance et faire découvrir au monde la culture polonaise. Et pour faire ça, ils vont développer une marque sous la marque CD Projekt. Et son nom sera CD Projekt Red Studio. En parallèle, ils développent CD Projekt à la République tchèque et Hongrie pour toucher encore un peu plus de monde, mais surtout pour préparer la suite. Vous comprendrez pourquoi après. Il faut savoir qu'en Pologne, un auteur a réussi à se démarquer en écrivant dans un style qui n'était que très peu représenté dans le pays. Sapkowski voulait créer une œuvre dans la fantasy, et donc lors d'un concours organisé par le magazine Fantastica, il envoie sa première nouvelle en 1986. Le succès est immédiat, très vite Sapkowski enchaîne les nouvelles et même les romans, et son œuvre deviendra un hit international. En très peu de temps, il va gagner des tonnes de prix pour ses nouvelles et romans, et en 2001, une série basée sur les livres sera même adaptée. Gdzie jest Renfrey? Pod wieżą składa czarownikowi pewną propozycję. The Witcher est connu par tous dans le pays, c'est tout aussi connu qu'Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux en Angleterre pour comparaison. D'ailleurs, il est même surnommé le Tolkien polonais. La collaboration entre CD Projekt Red Studio et Sapkowski paraît évidente aujourd'hui, mais pas tant pour l'époque. Et notre studio polonais veut profiter de la visibilité des romans pour sortir leur premier jeu, assuré de ne pas bider, ne serait-ce qu'en termes de vente dans le pays. Mais il y a un problème. Sapkowski n'y croit pas du tout. Alors il fait quelque chose de stupide qu'il regrettera quelques années plus tard. Il refuse les pourcentages sur les profits et vend les droits d'auteur des histoires pour une adaptation en jeu vidéo. 8200 €. Mettez-vous à la place du studio. L'auteur dont vous adorez les œuvres, et qui vous vend les droits pour si peu, c'est une chance certes, mais il y a de quoi démotiver, puisqu'il vient d'envoyer un message, il ne croit pas en vous. Mais CD Projekt ne va pas se laisser abattre, et va tout donner pour sortir le meilleur jeu possible pour l'époque. Alors de 2002 à 2007, il bosse sur le premier The Witcher. À sa sortie, le jeu ne suit pas vraiment les codes classiques d'un RPG monde ouvert avec une grande liberté d'action. Pourtant, il est reçu positivement par la presse. Attention, il n'a pas été un succès immédiat. À la sortie du jeu, personne ne connaît cet univers et ce studio à part les Polonais. Aux yeux du monde, ce n'est qu'un RPG classique. Mais il fonctionne déjà bien par une bonne histoire, qui n'a d'ailleurs même pas été écrite par Sapkowski mais par le studio lui-même, et graphiquement c'était très joli pour l'époque. Bon, le système de combat est complexe à prendre en main, il y a l'élément le plus repoussant du jeu. Mais il est fortement rattrapé par la narration qui est excellente. Le jeu a été acheté premièrement par les fans des livres, qui étaient impatients de voir la sortie de cet univers en jeu vidéo, et comme je l'ai dit, CD Projekt s'était importé dans des pays limitrophes à la Pologne. C'était évidemment pour préparer la sortie du jeu The Witcher. Parce qu'en plus d'être une rockstar en Pologne, Sapkowski en est aussi une dans les pays voisins, comme la Russie, l'Ukraine et la République tchèque, qui connaissent déjà les romans The Witcher, et ce depuis une quinzaine d'années. Alors le premier jeu est bien reçu, et donc le studio peut enchaîner assez vite sur une suite. En parallèle de tout ça, le marché occidental découvre The Witcher 1, le jeu, et donc logiquement les livres.
Les maisons d'édition appellent en masse Sapkowski et ses équipes pour demander les droits de traduction de son bouquin. Il n'en revient pas. Il comprend que le studio à qui il a vendu les droits pour des miettes de pain vient de réussir ce qu'il n'avait alors jamais réussi à faire découvrir The Witcher à un marché hors Europe de l'Est. L'Angleterre, la France, les États-Unis, même le Brésil ou le Japon. Ça prouve deux choses, que la Pologne peut prendre une place dans un marché international, mais surtout que le jeu a été suffisamment intéressant pour que les gens demandent la traduction du bouquin. Et on parle d'un studio qui n'avait jamais sorti de jeu avant. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de donner vie à The Witcher via le dessin ou le grand écran, mais à chaque fois, c'est un échec. C'est sûrement cette raison qui a poussé Sapkowski à ne pas croire au studio polonais, parce que tous ont échoué auparavant. Le plus drôle reste que lors de la sortie des livres à l'international, les illustrations des bouquins ont été changées par celles des jeux, montrant bien la puissance du premier The Witcher. Et donc, en 2011, la suite du jeu tant attendu sort. Graphiquement, il est plus beau puisqu'on a un nouveau moteur de jeu, aussi le système de combat a été amélioré, et c'était difficile de faire pire, même si certains ont trouvé la courbe d'apprentissage encore un peu raide. Et en termes de narration, CD Projekt pousse encore plus loin le système de choix, car désormais certains choix peuvent non seulement impacter la fin, mais aussi le déroulement de l'intrigue. The Witcher 2 est un succès commercial. Il a même été offert à Barack Obama lors de sa visite en Pologne, en plus d'un iPad avec quelques films polonais traduits et des nouvelles de Sapkowski, montrant la reconnaissance du jeu vidéo et la promotion de la culture polonaise. Évidemment, le studio en est ravi, le jeu a été fait pour faire connaître la culture polonaise à l'international. Tout comme le premier jeu, il regorge de mythes et légendes polonaises, ainsi que quelques easter eggs comme des références à Duke Nukem 3D ou au Seigneur des Anneaux, référence presque obligatoire parce que le surnom de Sapkowski est le Tolkien polonais. J'aurais besoin d'énormément de pouvoir, ou l'un des 20 anneaux de pouvoir ferait l'affaire. Un anneau pour les amener tous. C'est ça. Et après, je cours pieds nus jusqu'au sommet d'un volcan. Il y a même une référence à Assassin's Creed. Gérald te dira. Guess they'll never learn. The Witcher 2 ne révolutionne pas le RPG. Par contre, il vient de poser les bases de la fondation pour le prochain jeu. Et pour comprendre exactement pourquoi The Witcher 3 est ce qu'il est, il faut comprendre l'ambition et la mentalité de CD Projekt Red Studio. CD Projekt Red Studio a pour ambition de concurrencer les plus grandes licences du jeu vidéo et veut créer un genre dans le RPG européen. Un genre qui imposerait le respect comme l'a fait le JRPG qui est le jeu de rôle japonais, ou canado-américain comme The Elder Scrolls ou Dragon Age. Le plan était carrément de lancer le développement de The Witcher 3 en même temps que le développement du deuxième opus. Mais en 2008, l'entreprise manque de fermer à cause de l'échec du portage du premier jeu sur console. Alors ils mettent l'idée du troisième opus de côté. Après la sortie du deuxième jeu, l'équipe ne perd pas de temps et nomme Konrad Tomaszkiewicz, directeur de ce The Witcher 3. Il est probablement l'homme le plus important dans cette histoire, il était à la base bêta-testeur sur The Witcher 1 et responsable des quêtes sur The Witcher 2. Il vient d'avoir une promotion comme jamais personne n'en a dans des studios pareils. Et dès le début, il est clair. Le jeu doit se différencier par une carte bien plus grande et une immense liberté d'exploration. Maintenant, côté employé chez CD Projekt, c'est très mitigé. Ils sortent d'une grosse période de crunch, avec plusieurs heures supplémentaires pour sortir The Witcher 2 à temps. Et là, on leur demande de faire encore plus pour l'opus suivant. Il y a de quoi décourager. Pour couronner le tout, l'équipe de développement, ou DevKit pour les nouvelles consoles, n'était pas encore disponible à ce moment-là. Et les versions préliminaires n'étaient disponibles que sur PC dès 2012 et les versions plus abouties en 2013. Un DevKit est un ensemble de matériel et de logiciels spécialement conçus pour les développeurs de jeux. Par exemple, le DevKit de la PS4 ressemble à une version modifiée de la console qui permet de tester des jeux en cours de développement avant qu'ils ne soient publiés. Ça leur permet de s'assurer que le jeu fonctionnera correctement une fois lancé sur les consoles des joueurs. Bon, pour l'instant, rien n'était du côté du studio malgré les ambitions de Tomaszkiewicz pour ce troisième opus. Mais ils vont commencer à travailler sur The Witcher 3, et c'est plus de 250 personnes en interne à temps plein. 1250 autres personnes travailleront sur le jeu à un moment ou un autre. Ils reprennent le moteur de jeu créé en interne déjà pour l'épisode précédent et l'améliorent. Avec ça, ils peuvent faire un monde ouvert sans écran de chargement, mais surtout, le nouveau moteur physique introduit des expressions faciales, ce qui permet facilement de faire des plans cinématiques via le jeu. Et ils ont d'ailleurs continué d'améliorer le moteur de jeu au fur et à mesure des années, ce qui fait que ce plan plutôt banal en 2015 est juste époustouflant en 2024. La carte est d'ailleurs plus grande que celle de GTA V, sans compter le DLC Blood and Wine qui ajoute une zone supplémentaire. Maintenant, une simple carte à grande échelle ne suffit pas. Il faut remplir de régions et écosystèmes. Ces derniers sont inspirés de paysages réels, typiques de l'Europe du Nord, centrale et Est. Par exemple, Velen, la première zone du jeu, elle est construite autour de 3 mots. Désespoir, faim et désolation. On comprend facilement dans quoi on s'embarque.
lorsqu'on passe l'arbre pendu. Oxenfurt est fortement inspiré d'Oxford, on le voit notamment à la toiture ainsi qu'à l'architecture, mais d'autres paysages sont aussi fidèlement reproduits. Même la végétation est étudiée et reproduite le plus fidèlement possible, en fonction du type de plante poussant selon un sol forestier et une luminosité donnée. Tout dépend des éléments géographiques à proximité, comme un ruisseau ou un champ cultivé. Le but étant de montrer l'héritage polonais aux yeux du monde, parce que c'est là le premier jeu à montrer la Pologne pendant la période médiévale. Et ici, pas de gratification après des décisions morales comme on peut le voir dans Skyrim par exemple. Dans The Witcher 3, soit la quête se finit mal, soit elle finit très mal. Une des quêtes parle de ça. Un homme demande d'aller chercher une perle noire pour sa femme. Heureusement que vous étiez là. Bon. Vous allez aider le vieux Nidas à trouver une perle noire pour sa femme? Une perle qu'il recherche depuis des années. Comme convenu. Belle et précieuse. Dans un jeu classique, le mari donne la perle à sa femme et ils vécurent heureux. Mais pas dans The Witcher 3. Chose promise, chose due. Voici votre or. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Ça en valait la peine. Oui, sans doute. Je pense que l'État est content. En voulant savoir plus, Gérald demande si la perle noire en valait la peine. Si elle ne vous a pas sauté au cou, c'est une sacrée ingrate. C'est un peu plus compliqué que ça. Elle est malade. C'est sa tête. Ça ne tourne plus très rond. Elle a commencé par oublier des choses, puis par ne plus reconnaître les gens, même moi. Et maintenant, elle a arrêté de parler. Je pensais que voir la perle lui ferait plaisir, que ça réveillerait quelque chose en elle. On parlait souvent de cette promesse stupide, on plaisantait entre nous, mais ça n'a rien changé. Désolé. Autant que moi. Adieu, Gérald. En fait, la femme perd la mémoire et ne reconnaît plus son mari. Alors il espérait pouvoir lui faire retrouver la mémoire avec cette perle noire, une promesse faite il y a des années. Visiblement, en vain. Et chaque quête est presque écrite de cette manière, comme si on était dans l'univers The Witcher. Il n'y a pas de quête de livraison comme dans certains jeux RPG, et l'écriture d'une mission annexe peut être proposée par chaque membre du studio. N'importe qui peut proposer sa quête. Le but étant que chaque quête soit originale, prenante et surprenante, quitte à ce qu'elle soit réécrite une dizaine de fois. Aucune mission annexe hormis les contrats sont générés de manière procédurale comme c'est le cas dans Skyrim. En parallèle de tout ça, ils écrivent un scénario d'environ 50 heures pour la quête principale et 50 à 70 heures pour les quêtes secondaires. Tout a été écrit par le studio. Et je vais essayer de répondre à une question que beaucoup se posent. Gérald de Rive dans les bouquins est décrit comme ni beau ni moche. Il devrait ressembler à ça. Mais dans les jeux, et même la série, c'est un beau gosse à plus de 100 kg de muscles prêt à sauver la veuve et l'orphelin. Ça peut s'expliquer que déjà dans les livres, il est juste dit qu'il n'est pas beau au sens traditionnel. Aussi, n'oublions pas que Sapkowski ne croyait pas au studio. Je pense que CD Projekt Red Studio avait une autre vision sur le sorceleur, pour le faire connaître à l'international via les jeux, et ça commence par une adaptation du physique de Geralt. D'ailleurs, comme dit Jamie Foxx dans Spider-Man No Way Home, Kinda like who I am here. Dans le film précédent. et si vous avez remarqué, on n'est pas sur un simple champ contre champ à chaque quête. Un travail remarquable a été fait sur les cinématiques, avec plus de 2h30 au total. Le placement de la caméra est régi manuellement et près de 2400 animations sont créées. Tout est fait pour rendre le jeu aussi immersif et agréable que possible. Mais pour faire ça, avant la sortie du jeu fin 2014, ça paraît presque impossible. Le jeu est alors repoussé jusqu'en février 2015, mais il y a environ 5000 bugs à corriger, et qu'en 2 mois, l'équipe ne pourra corriger que 2000 tout au plus. Alors le studio repousse une seconde fois le jeu pour le sortir en mai 2015. Il voulait pas sortir le jeu en novembre, pour éviter de faire comme Assassin's Creed Unity, et aussi éviter de sortir face à la concurrence comme Dragon Age Inquisition, un autre RPG. Mais le mois de mai c'est idéal, car le jeu devrait être optimisé et les joueurs auront fini les jeux qu'ils ont achetés durant les fêtes de fin d'année 2014, alors ils sont prêts à s'investir sur une autre histoire. Pendant ces mois de crunch, certains départements font beaucoup d'heures supplémentaires, d'autres départements beaucoup moins, comme les scénaristes, mais ils en profitent pour vérifier toute la base de données et voir si tout est cohérent. C'est un travail titanesque. Alors le 18 mai 2015, la première ministre polonaise visite les locaux de CD Projekt et se voit même offrir une édition collector de The Witcher 3. Le lendemain, c'est au tour du président de la République de rendre visite à nos développeurs. Et finalement, les notes de la presse tombent. Et c'est la fête dans le studio polonais. Après des mois et des mois de travail, ils ont enfin le succès tant mérité. Ils peuvent enfin souffler un peu, mais surtout regarder l'engouement des fans.
Des joueurs qui pour certains découvrent pour la première fois la licence, ainsi que tous les prix que le jeu va gagner. And the winner for Game of the Year 2015 is The Witcher 3. Il est élu 251 fois jeu vidéo de l'année 2015, battant le record de The Last of Us ayant reçu 249 distinctions. En totalité, ce sera plus de 800 récompenses qui vont gagner. En découvrant pour la première fois le jeu, on est littéralement subjugué par l'écriture et la finition du jeu. On ressent la passion et l'amour des développeurs pour la licence The Witcher. Et dès les premières minutes du jeu, le ton est donné. Ce n'est pas un conte de fées, il n'y aura sûrement pas de fin heureuse. Le cauchemar de Geralt montrant sa fille adoptive en danger, la recherche de Yennefer, sa femme, l'arbre des pendus à l'arrivée de la première zone, même le regard des habitants sur nos deux sorceleurs, ils ne sont pas les bienvenus. On va évidemment en suivant la quête principale, mais pas que. Lors des quêtes annexes aussi on le voit. Ce qui n'est pas humain n'est pas accepté. Ce, même si la créature ou le monstre est inoffensif et en possession de ses moyens. Tout comme Geralt qui n'est plus humain parce qu'il a subi le parcours de la voie. Né d'une sorcière et d'un guerrier, il a été confié à Vézémir, certainement par le droit de surprise. C'est une coutume qui dit qu'un sorceleur peut exiger une autre forme de paiement que l'or, ce que la personne sauvée possède mais ignore encore. C'est d'ailleurs comme ça que Geralt a obtenu la garde de Ciri. Geralt a été entraîné à l'école du loup, préparation physique, mentale, à diverses compétences comme l'herborisme ou l'alchimie. Il a aussi passé la dernière épreuve pour devenir véritablement un sorceleur. L'épreuve des herbes, ingérer différents mutagènes modifiant sa physiologie, c'est évidemment l'étape la plus dangereuse dans la quête pour devenir un sorceleur, car c'est très douloureux mais surtout mortel. Geralt réussit à survivre à cette épreuve mais il décide d'aller plus loin que le parcours classique du sorceleur. Il veut subir d'autres mutations, pour devenir plus fort, plus rapide, et surtout pouvoir utiliser la magie via les signes. C'est une réussite, mais il subira des effets secondaires, notamment sa chevelure blanche. Vous avez déjà entendu le surnom de Loup Blanc ? Qu'y a-t-il, Loup Blanc? Bien sûr, c'est parce qu'il vient de l'école du loup et qu'il a les cheveux blancs, mais la cause est ses mutations supplémentaires en quête de devenir toujours plus fort. Voilà pourquoi les sorceleurs ne sont pas considérés comme des humains. On ne peut pas réellement dire qu'ils sont des monstres non plus, ils sont en plein milieu de cette frontière. On voit ici un schéma qui va se répéter durant tout le jeu, par la quête principale, mais aussi les quêtes secondaires. Ça me rappelle cette citation sortie du bouquin qui dit « Les gens aiment bien inventer des monstres et des monstruosités. Ça leur donne l'impression d'être moins monstrueux eux-mêmes. Quand ils boivent comme des trous, qu'ils escroquent les gens, les volent, qu'ils cognent leurs femmes à coups de renne, laissent crever de faim la vieille grand-mère, qu'ils assènent un coup de hache à un renard pris dans un panneau ou criblent de flèches la dernière licorne qui subsiste sur cette terre. Ils aiment se dire que la moire qui entre dans leur chaumière au point du jour est plus monstrueuse qu'eux. Alors ils se sentent le cœur plus léger, et ils ont moins de mal à vivre. On passe notre temps à chasser des monstres, à récupérer des contrats pour s'occuper de la bête qui horrifie le village. Mais la plupart du temps, la bête est plus humaine que le monstre qui s'en cache. Souvent ces humains-là se montrent très gentils au début. Un peu comme notre ami Gunther. Un personnage teasé dès le début du jeu qui se retrouvera finalement être l'un des protagonistes les plus importants du premier DLC de The Witcher 3. D'ailleurs si on est très attentif durant toute l'aventure du jeu, on peut le remarquer. Il nous observe toujours de près ou de loin. Ce DLC est inspiré de Zwardowski, un personnage polonais qui a plusieurs variantes dans d'autres pays comme la légende de Faust dans la littérature allemande. Un homme qui fait un pacte avec le diable pour obtenir tout ce qu'il désire et plus encore. Ce qui est fascinant dans ce DLC, au-delà de l'histoire ou des personnages, ce sont les cinématiques. La mise en scène est tout simplement impeccable. On pourrait jouer sans le son qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Par exemple ici, dans le bateau avec le jeu des lumières, Geralt entrant dans la lumière rouge du diable, sur le point d'accepter un pacte qu'il regrettera plus tard. Et c'est comme ça durant tout le DLC. Il permet d'aborder d'autres sujets qui nous sont présentés dans l'intrigue principale. Pour vous parler très brièvement du DLC, Gunther est le diable dans cette histoire. Mais le Zwardowski est Von Everec. Basiquement, comme Gunther nous a libérés de la prison, on doit maintenant l'aider à faire payer Von Everec. Von Everec qui fit les vœux de l'immortalité, richesse et amour. Mais peu à peu il va perdre son humanité et on comprendra au fur et à mesure de l'histoire qu'il a eu un passé tragique et que par-dessus ça, Gunther est de nature maléfique. Von Everec fera beaucoup de mal autour de lui. Et maintenant, débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire, faut-il juger Don Everec pour ses actes passés ou lui accorder une seconde chance? La neutralité est-elle toujours la bonne option face au mal? La bonne réponse c'est qu'il n'y en a pas. Vous pouvez décider de lui accorder une seconde chance, tout comme laisser Gunther se charger de Don Everec. La question de moralité est constamment dans le jeu, et encore plus dans ce DLC. C'était Heart of Stone, mais en 2016, The Witcher 3 s'agrandit avec le second DLC, Blood and Wine. Et cette fois-ci, on vient ajouter une carte et des tonnes de nouveaux personnages. Le contraste entre la carte désolée avec l'ambiance sombre du jeu principal et la nouvelle zone très colorée, ensoleillée, presque féerique,
inspiré des vignobles et villages du sud de la France, est incroyable. Je veux dire, la carte est vraiment belle, et c'est une véritable surprise, puisque le premier DLC n'ajoute pas de nouvelles cartes. Évidemment, il y a de nouvelles armes et armures en quantité, on peut même teindre ces armures. On a envie de prendre le temps, de tout explorer, tester toutes les armes, les armures, fouiller chaque coffre et boîte de la carte. Mais même hors des DLC, on a envie de prendre le temps. D'écouter ce que les personnages ont à nous dire, d'écouter la musique en arrière-plan qui ajoute un côté dramatique aux conversations. Il y a un bouton pour passer chaque dialogue ou cinématique du jeu, mais on ne le fait pas. Parce qu'on est face à un film interactif, où on est le héros. Et en fonction des choix, certaines scènes vont être totalement différentes. Déjà, si vous lancez une quête en journée ou soirée, la cinématique sera adaptée à la météo. Mais aussi, certains choix auront un impact, comme tuer un PNJ, éviter un combat, ou simplement continuer le dialogue. Ces choix ne sont jamais simples à prendre et parfois on est pressé par un timer. On ne sait pas ce qui va se passer quand on choisit tel ou tel dialogue. Mais c'est ça qui rend la chose réaliste et excitante, même si c'est rarement joyeux. La quête pour le bien de la science est un excellent exemple. En fonction des choix que vous prendrez, votre ami pourrait mourir, ou alors vous aider dans l'acte 2 des heures plus tard. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Et quand vous comprenez que maintenant, ce personnage est là car vous avez fait le bon choix 20 heures plus tôt, vous vous sentez réellement gratifié. Elle est là, la puissance de The Witcher 3. C'est un jeu qui prend du temps, mais dont les joueurs veulent prendre le temps. Je me suis moi-même surpris à mettre presque 60 heures dans le jeu en parallèle de l'écriture de la vidéo, parce que j'étais nostalgique du jeu, à mettre en boucle les musiques de ce jeu, qui sont un chef-d'œuvre absolu, par moments épiques, d'autres reposants et calmes. En plus, il y a une version next-gen qui embellit significativement le jeu, et ajoute 2-3 trucs, notamment les DLC qui sont offerts à l'achat de la nouvelle version, c'est-à-dire qu'il y avait encore des gens qui bossaient sur ce jeu pour continuer d'améliorer The Witcher 3. Je pense que c'est le plus beau cadeau que le studio ait pu faire aux joueurs. C'est un jeu vidéo fait par des passionnés, pour des passionnés. Alors pour ça, j'ai envie de dire merci. Merci CD Projekt de sortir des jeux complets, finis et faits avec le cœur. Vous vouliez créer un genre dans le RPG. Et avec The Witcher 3, on peut dire que vous l'avez fait. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me motive à continuer de réaliser des vidéos. Le meilleur moyen de me soutenir reste de s'abonner aux différents comptes en description. C'est important pour moi car je ne ferai pas de financement participatif. Merci d'en être arrivé jusque là et à bientôt.